La voix du professeur Alain Blanchard s'arrêta net. Un silence de cathédrale tomba sur l'auditorium bondé de la Bibliothèque nationale de France. Les flashs des appareils photos se figèrent. Les murmures des journalistes moururent sur leurs lèvres. Tous les regards, hypnotisés, suivirent celui de Blanchard, un regard dur comme l'acier qui venait de se planter sur une silhouette immobile au fond de la salle. Aminata Diop. Elle se tenait là, droite dans son uniforme de service bleu marine, un simple chariot de nettoyage à ses côtés. Elle ne bougeait pas, elle ne fuyait pas le regard. Elle observait simplement le manuscrit du XIVe siècle, exposé sous verre, son visage impénétrable. Blanchard laissa le silence s'épaissir, le savourant comme un prédateur savoure la peur de sa proie. Un sourire mauvais étira le coin de ses lèvres. « Madame !» Sa voix claqua comme un fouet, amplifié par les microphones. « Il me semble que vous vous êtes égaré. » Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Personne n'osait bouger. Aminata ne répondit pas. Son silence était un roc contre lequel l'arrogance de Blanchard venait de se briser. Cette absence de réaction, cette dignité tranquille, fouetta le sang du professeur. Il ne supportait pas d'être ignoré. « Vous êtes sourde ?» lança-t-il, faisant un pas en avant. Il quitta son pupitre, descendant les quelques marches de l'estrade pour s'approcher d'elle, chaque pas résonnant comme un jugement. « Je vous ai demandé ce que vous faisiez ici. Ceci est un sanctuaire du savoir, un lieu de débat intellectuel. Ce n'est pas... » Il marqua une pause, la dévisageant de la tête aux pieds avec un mépris non dissimulé. « Une annexe de vos quartiers de service. » L'insulte était si directe, si brutale, que l'air sembla se glacer. Quelques rires nerveux éclatèrent, vite étouffés. Blanchard se sentit pousser des ailes. Il était le maître de cérémonie, le roi de ce théâtre. Il s'arrêta. 1 mètre d'elle. Aminata aurait pu sentir le parfum de son eau de Cologne hors de prix, le souffle de sa condescendance. Mais elle ne sciait pas. Ses mains posées sur la barre de son chariot ne tremblaient pas. Ses mâchoires se crispèrent. Un minuscule tressaillement, invisible pour tous sauf pour celui qui aurait cherché le premier signe de fissure. « Regardez-vous » continua Blanchard, sa voix se faisant plus basse, plus venimeuse, pour que seuls ceux au premier rang puissent entendre. Vous pensez comprendre quelque chose à ces trésors? Vous, votre opinion sur ce manuscrit a autant de valeur que la poussière que vous êtes payé pour enlever. Il fit un geste dédaigneux de la main, comme pour balayer un insecte. Maintenant, sortez. Votre présence ici est une insulte à l'intelligence de chaque personne présente dans cette salle. Retournez à votre balai et laissez l'histoire aux gens qui la comprennent. Son dernier mot tomba comme une sentence, un ordre, une exécution publique. Il se retourna, prêt à regagner son pupitre, certain d'avoir gagné, d'avoir remis cette femme à sa place. Il attendait le bruit de ses pas pressés, de sa fuite honteuse. Mais le seul son qui lui parvint fut celui d'un silence encore plus lourd, plus profond, un silence chargé d'une force qu'il ne pouvait pas comprendre. Le silence persista, mais il avait changé de nature. Ce n'était plus le silence choqué et soumis que Blanchard contrôlait. C'était maintenant une entité vivante, lourde, qui appartenait entièrement à Aminata Diop. Tous les regards avaient pivoté. Le professeur,
abandonné sur son estrade, n'était plus le centre du monde. L'univers de cette salle s'était contracté pour se concentrer sur la femme en uniforme bleu et son chariot. Lentement, les doigts d'Aminata T se dénouèrent Banzers de la barre en plastique. Le léger déclic qu'ils produisirent dans l'immobilité générale fut aussi assourdissant qu'un coup de feu. Elle ne tourna pas seulement la tête, elle pivota tout son corps pour faire face à l'homme qui venait de la crucifier en public. Son dos, qui avait porté le poids de décennies de labeur, était plus droit que celui d'un soldat. Son regard rencontra le sien. Il n'y avait ni larmes, ni peur, ni même de la colère dans ses yeux sombres et profonds. Il y avait autre chose, une chose que Blanchard, dans toute sa carrière académique, n'avait jamais rencontrée. Ce n'était pas de la haine, c'était une certitude ancienne, une sorte de pitié mêlée à une force tranquille, le regard d'une montagne observant l'agitation futile d'un insecte à ses pieds. Puis, sa voix s'éleva, ni forte, ni tremblante. Elle était calme, posée, chaque syllabe ciselée avec une précision qui tranchait le mépris ambiant. La voix d'une conteuse, d'une gardienne du savoir. « Professeur », dit-elle, et le titre dans sa bouche sonnait moins comme un honneur que comme un simple constat. Elle marqua une pause, forçant chaque personne, du journaliste au fond de la salle au mécène au premier rang, à tendre l'oreille. « L'histoire, continua-t-elle, n'est pas l'argile que vous modelez à votre guise. » La phrase tomba dans le silence. Ce n'était pas une attaque ni une défense, c'était une leçon, une vérité fondamentale, énoncée avec une simplicité désarmante. Une vague de fureur, froide et impuissante, submergea Blanchard. Comment osait-elle, cette femme de ménage? Il ouvrit la bouche pour répliquer, pour l'écraser sous un flot d'autres insultes, mais aucun son ne sortit. Les mots, ses armes de prédilection, l'avaient abandonné. Il était nu. Puis, avec une lenteur calculée, elle lui tourna le dos. Elle n'a pas fui. Elle s'est retirée. Elle attrapa la barre de son chariot et commença à pousser. Le bruit des petites roues sur le marbre poli du sol était le seul son dans l'auditorium. Lent, rythmé, implacable. Chaque tour de roue était un pas qui l'éloignait de son humiliation et qui enfonçait Blanchard dans la sienne. Personne ne regardait plus le professeur. Sans Père Dieu suivait la progression d'Aminata Diop à travers la grande allée. Elle ne pressa pas le pas. Sa démarche était celle d'une reine quittant une cour qui n'était plus digne de sa présence. Elle atteignit les immenses portes en chêne au fond de la salle. Elle les poussa sans effort. La lumière du couloir l'auréola un instant, découpant sa silhouette. Puis, elle disparut. Les portes se refermèrent derrière elle avec un son lourd, final, qui résonna dans la salle comme le coup de marteau d'un juge. Le sortilège était rompu. Le roi était nu. Et le silence qu'elle laissa derrière elle était rempli de son absence et du poids écrasant de sa dernière phrase. Blanchard déglutit difficilement, le son rauque de sa propre salive lui parvenant aux oreilles dans le silence accusateur. Il tenta un rire, un son sec, forcé, qui mourut aussitôt. Il devait reprendre le contrôle. Un interlude, inattendu, dit-il en remontant sur l'estrade, sa voix se voulant légère, mais sonnant étrangement creuse. Il tapota ses notes sur le pupitre. Revenons à des sujets plus pertinents.
mais les visages dans la salle n'exprimaient plus la même admiration qu'auparavant. Ils étaient curieux, sceptiques. La certitude du professeur avait été ébranlée par la dignité d'une femme de ménage, et tout le monde l'avait vue. Une journaliste de l'agence France Presse, une femme au regard acéré, leva la main. « Professeur, la phrase prononcée par cette femme remet en question le fond de votre interprétation. Pourriez-vous nous remontrer la section précise du manuscrit qui appuie de manière irréfutable votre thèse sur la dépendance des royaumes africains? » Le piège. La question était une lance. Refuser serait un aveu de faiblesse. Accepter serait retourner sur la scène du crime. Serrant les dents, Blanchard acquiesça. Avec plaisir. La vérité factuelle, voyez-vous, ne craint pas la contradiction. Il redescendit de l'estrade, s'approchant à nouveau de la vitrine sous laquelle reposait le manuscrit. En se penchant, son reflet se superposa au vélin ancien, mais dans son esprit, ce n'était pas son visage qu'il voyait, c'était le regard d'Aminata Diop. Et ces mots résonnaient en lui, un écho tenace. L'histoire n'est pas l'argile. Il balaya la pensée, furieux. Il suivit la ligne du texte avec son doigt, de l'autre côté du verre. Comme vous pouvez le constater ici, la tournure. Et c'est là qu'il le vit. Juste à côté du mot qu'il avait traduit par allégeance, il y avait le symbole. Ce n'était pas une rature, ni une enluminure. C'était un glyphe, un petit dessin géométrique composé d'un cercle et de 3 lignes parfaitement droites. Un signe qui n'appartenait à aucune tradition copiste européenne qu'il connaissait. Une décharge électrique parcourut sa colonne vertébrale. Son cœur manqua un battement. Durant sa première analyse, il l'avait écarté, le prenant pour une imperfection du parchemin, une tâche sans importance. Mais maintenant, après le défi lancé par Aminata, ce détail infime lui sautait à la gorge. Il hurlait. Son œil, paniqué, effleura une autre marque sur la page, bien plus grande, mais presque invisible. Le filigrane, l'insigne de la famille de Valois, les anciens propriétaires. Il le balaya mentalement, un détail sans importance, une simple marque de propriété. Toute son attention était focalisée sur ce glyphe impossible. « Professeur » insista la journaliste. Blanchard se redressa brusquement. Les mots, d'habitude si fluides, s'empalèrent dans sa gorge. Il bafouilla une réponse technique incohérente. Un murmure parcourut la salle. Ils l'avaient vu. Ils avaient vu l'expert vaciller. Assez de questions, coupa-t-il sèchement, le visage blême. La conférence est terminée. Il tourna les talons et quitta la salle presque en courant, fuyant les regards, fuyant le manuscrit, fuyant la voix d'Aminata dans sa tête. Mais il ne pouvait pas fuir le glyphe. La première fissure venait d'apparaître dans le barrage de sa certitude, et elle était profonde. Les portes de son bureau se refermèrent, mais ne purent contenir le chaos. Blanchard arracha sa cravate comme si elle l'étouffait. Sur l'immense écran de son ordinateur, la photo haute résolution du manuscrit était affichée. Et au milieu, minuscule, mais occupant toute la place dans son esprit, le glyphe. Il le narguait, ce symbole impossible, cette anomalie qui menaçait de faire s'effondrer l'édifice de sa carrière. Il arpentait la pièce, une cage dorée, avec vue sur les jardins du palais royal. Il se servit un cognac qu'il ne but pas.
Deux images tournaient en boucle dans sa tête, deux fantômes qui refusaient de le laisser en paix. Le glyphe insolent et le visage d'Aminata Diop, empreint d'une dignité outragée. L'un était une attaque contre son intellect, l'autre une attaque contre son âme. Il ne savait pas laquelle des deux était la plus douloureuse. L'histoire n'est pas l'argile. La phrase était une torture. Il devait la trouver. Ce n'était plus une question de fierté. C'était une nécessité, une urgence. Sa première tentative fut celle d'un homme habitué à ce que le monde obéisse. Il appela les ressources humaines de la bibliothèque. On lui opposa le secret professionnel. Il appela l'administration. On lui donna, après de longues minutes de discussion autoritaire, le nom de la société de nettoyage sous-traitante. Il appela la société. Une voix fatiguée lui répondit que les informations personnelles de leurs employés étaient confidentielles. Chaque appel était une porte qui se fermait, le renvoyant à son impuissance. Le système qu'il maîtrisait si bien était conçu pour rendre des gens comme Aminata invisibles, anonymes, jetables. La frustration se mua en une résolution glaciale. S'il voulait des réponses, il devait aller les chercher lui-même. Il quitta son bureau, traversa les couloirs feutrés de l'institution et monta dans sa berline allemande. Le Paris des cartes postales s'effaça dans son rétroviseur. Les façades haussmanniennes laissèrent place aux immeubles de briques et de béton. Il suivit son GPS jusqu'à l'adresse de la société de nettoyage, une petite devanture défraîchie dans un arrondissement populaire du nord-est de Paris. Lorsqu'il sortit de sa voiture, dans son costume coûteux, il sentit le poids des regards sur lui. Il était une anomalie, une tache de richesse dans un paysage de labeur. L'air sentait les épices et les gaz d'échappement, un mélange vibrant et vivant qui agressait ses sens habitués au silence des bibliothèques et à l'odeur du vieux papier. Après une négociation tendue où son arrogance naturelle se heurta à un mur de méfiance, il n'obtint qu'une information vague. Le quartier où vivaient la plupart de leurs employés de nuit. La Goutte d'Or. Il se retrouva seul, sur un boulevard bruyant, le nom du quartier résonnant dans sa tête. Il était un explorateur perdu, sans carte, cherchant une femme qu'il avait tenté d'effacer, dans un monde qu'il avait toujours refusé de voir. L'après-midi s'étirait, lourd et humide, tandis qu'Alain Blanchard errait dans le labyrinthe de la Goutte d'Or. Une autre scène se jouait, à quelques rues de là. Le lieu n'avait ni le marbre, ni le silence de la BNF. C'était le sous-sol réaménagé d'une église, les murs couverts de dessins d'enfants et l'air vibrant de rire. Une douzaine de jeunes, des adolescents pour la plupart, étaient assis en cercle sur des coussins usés. Ils auraient dû être ailleurs, traînant dans la rue, les écouteurs vissés sur les oreilles. Mais ils étaient là, captivés. Au centre du cercle, Aminata Diop. Elle n'était plus la femme invisible en uniforme bleu. Elle portait une robe ample aux couleurs vives du Sénégal, sa tête était enveloppée dans un turban assorti. Elle était assise sur un simple tabouret en bois, mais elle semblait installée sur un trône. L'humiliation du matin était une galaxie lointaine, une anecdote sans importance. Ici, elle n'était pas une employée de service, elle était une griot, une gardienne de la mémoire. Ses mains sculptaient de l'air tandis qu'elle parlait, ses yeux passant de visage en visage, tissant un lien invisible avec chaque auditeur. Elle ne racontait pas une fable,
Elle racontait l'histoire de Soundiata Keïta, le premier empereur du Mali. Sa voix était un instrument, tantôt un murmure conspirateur décrivant les intrigues de la cour, tantôt un rugissement puissant évoquant le choc des armées dans la plaine de Krina. Et le lion du Manding, que tous croyaient faible, se leva, disait-elle, sa voix remplissant la pièce. Il ne se leva pas avec la force de ses muscles, mais avec la force de son nyama, son énergie vitale, nourrie par la loyauté de son peuple et la justesse de sa cause. Car un roi sans histoire, enfant, est un arbre sans racines. Il peut paraître grand, mais le premier vent violent le déracinera. Les adolescents buvaient ces paroles. Pour eux, ce n'était pas un cours d'histoire poussiéreux. C'était leur histoire, une histoire de fierté, de résilience, de grandeur. Aminata ne leur donnait pas seulement des faits, elle leur rendait un héritage que des hommes comme Blanchard s'efforçaient d'effacer ou de déformer. Elle était au milieu de sa phrase quand un jeune homme, à bout de souffle, entra dans la pièce. « Tante Aminata, il y a un homme dehors, un homme riche, en costume. Il te cherche, il a l'air perdu et un peu désespéré. » Aminata s'interrompit. Un très léger froncement de sourcils plissa son front. Elle n'eut pas besoin de demander le nom. Elle savait. Le vent du changement, qu'elle avait senti se lever ce matin à la bibliothèque, venait de frapper à sa porte. Elle se leva avec le même calme, imperturbable. « Continuez sans moi un instant, mes enfants. Racontez-vous ce que vous avez retenu. L'histoire n'appartient qu'à ceux qui la partagent. » Puis, elle se dirigea vers la sortie, sa silhouette se découpant dans l'encadrement de la porte, prête à affronter le monde qui venait la chercher. Absolument. Voici la conclusion du premier acte et le pivot vers le second. Aminata sortit dans la lumière crue de l'après-midi. L'air était chaud, vibrant des klaxons et des éclats de voix du quartier. Alain Blanchard se tenait là, sur le trottoir, son costume de luxe souillé par la poussière, sa posture rigide trahissant son malaise. Il ressemblait à un homme échoué sur une rive inconnue. En la voyant, il fit un pas en avant, les mains maladroites. « Madame Diop, je... » Les mots se bousculèrent, inaudibles. D'un simple geste de la main, elle l'arrêta. Sans un mot, elle lui indiqua de la suivre, l'éloignant de l'entrée du centre pour les mener sous le maigre ombrage d'un platane. Le bruit de la rue les enveloppa, créant une bulle d'intimité précaire. Là, il laissa tout sortir, la honte, le doute, la panique de l'universitaire qui voit ses fondations s'effriter. Ce n'était pas une excuse polie, c'était une confession. Mon arrogance m'a aveuglé. Ce que j'ai fait ce matin est impardonnable. Je ne vous demande pas d'accepter mes excuses, mais de comprendre que j'ai eu tort. Terriblement tort. Il sortit sa tablette de sa mallette, ses mains tremblant légèrement. Il afficha la photo du manuscrit. Mais il y a plus. Ce n'est plus seulement une question de morale, c'est une question de vérité. Regardez. Son doigt se posa sur le glyphe. Aminata l'observa, lui, pas l'écran. Elle sonda son visage, cherchant la sincérité derrière la panique. Puis, son regard descendit vers l'image. Elle prit la tablette de ses mains. Le contact fut bref, mais pour Blanchard,
Ce fut comme si le juge acceptait enfin de lire son dossier. Après un long silence, elle parla. Sa voix était neutre, sans chaleur, mais sans hostilité. La vérité a un prix, professeur. Si je vous aide, et que nous découvrons que votre thèse est une construction, une erreur, vous devrez la détruire, publiquement. Vous devrez réparer ce que vous avez brisé, avec la même force que vous avez utilisée pour l'imposer. Tout ce qu'il faudra, répondit-il sans une seconde d'hésitation. Le soulagement le submergea. Satisfaite, Aminata se concentra sur l'écran. Ses doigts, habitués à la fois au contact rugueux des produits d'entretien et à la caresse délicate des parchemins, naviguèrent sur l'image, avec une expertise déconcertante. Elle zooma sur le glyphe, plissant les yeux, puis son instinct la guida. Elle dézooma largement, balayant toute la page du regard. Soudain, son souffle se bloqua. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant un point que Blanchard avait jugé insignifiant. Blanchard, qui n'avait d'yeux que pour le glyphe, s'empressa de demander « Vous le reconnaissez? Ce symbole ?» Aminata ne releva même pas la tête. Son doigt se posa fermement sur l'écran, non pas sur le glyphe, mais sur le filigrane à peine visible de la famille de Valois. Ce symbole n'est que la signature du scribe, professeur. Une distraction pour les ignorants, dit-elle d'une voix soudainement glaciale. Le vrai poison, le mensonge qui dure depuis 600 ans, il est caché ici, à la vue de tous. Le filigrane? Balbutia Blanchard, son esprit de chercheur peinant à suivre l'intuition fulgurante d'Aminata. Mais ce n'est que l'insigne des de Valois, les mécènes de la bibliothèque, les anciens. C'est précisément le problème, professeur, le coupa-t-elle, sa voix basse et tendue. Pour comprendre un mensonge, il faut d'abord étudier le menteur. Votre erreur n'était pas dans le texte, elle était dans la confiance que vous avez accordée à sa source. Le lendemain, l'atmosphère avait changé. Il n'était plus un agresseur et sa victime, mais deux conspirateurs unis par une quête dangereuse. Usant de son prestige restant, Blanchard avait obtenu une audience d'urgence avec l'homme qui pouvait leur ouvrir les portes des archives les plus secrètes de la bibliothèque, le comte Édouard de Valois, président du conseil d'administration. Son bureau était au dernier étage, un sanctuaire de bois sombre, de cuir et de silence, surplombant Paris. Le comte les accueillit. C'était un homme grand, mince, d'une élégance impeccable. Mais ses yeux bleus, clairs comme des éclasses de glace, ne souriaient jamais. Il ignora complètement Aminata, qui se tenait légèrement en retrait, comme si sa présence était une aberration de la physique. Il ne s'adressa qu'à Blanchard, avec une familiarité condescendante. « Alain, mon cher, quelle est cette urgence qui ne pouvait attendre ?» Blanchard, mal à l'aise, expliqua sa nouvelle ligne de recherche, le besoin de consulter les archives privées de la famille de Valois pour contextualiser le manuscrit. Le comte écouta, les doigts joints. Puis il dit, d'une voix douce comme du velours mais tranchante comme un rasoir, « Votre travail sur la dépendance africaine était magistral. Un pilier de la collection. Pourquoi vouloir le fragiliser avec des détails superflus, des notes de bas de page qui ne feront que semer la confusion? C'était un avertissement. Il y a des incohérences que je ne peux ignorer, insista Blanchard, encouragé par la présence silencieuse d'Aminata. Le sourire du comte s'effaça. Il se leva,
et se dirigea vers la grande fenêtre. « Laissez les vieilles histoires dormir, professeur, » dit-il en regardant la ville. « Surtout quand elles ont assuré la prospérité de tant de gens. Certaines vérités sont comme des tombes. Il est imprudent de les ouvrir. » Il se tourna, et pour la première fois, son regard glacial se posa sur Aminata. Pour tout le monde, la menace était claire, ciblée. L'accès aux archives vous est refusé, conclut le comte. Elles sont la propriété privée de ma famille. Elles le resteront. Quelques minutes plus tard, Blanchard et Aminata se retrouvèrent dans le couloir, la lourde porte du bureau s'étant refermée derrière eux. Le premier obstacle venait de se transformer en un mur avec un visage et un nom. « Maintenant vous comprenez, » dit simplement Aminata, son regard brillant d'une lueur nouvelle, celle du combat. La vraie bataille commence. La porte du comte de Valois était fermée. Il fallait donc trouver une autre entrée dérobée, creusée dans le mur des archives officielles. Leur duo improbable se transforma en une machine d'investigation redoutable. Blanchard avait les clés du système. Aminata avait la carte du trésor. Il connaissait les failles de la bureaucratie, les bases de données oubliées et les privilèges d'accès que son statut lui conférait encore. Elle possédait la connaissance que nul document européen ne contenait, l'histoire orale, la généalogie des rois et la signification des symboles. Leurs nuits devinrent des plongées en apnée dans le passé. Sous la lumière blafarde des lampes de lecture de la BNF, désertés, ils épluchèrent des montagnes de documents numérisés. Registre de la marine génoise du XIVe siècle, manifeste de cargaison, archives du port de Marseille. Blanchard, l'expert en histoire européenne, était chez lui. Il traquait un navire, la Sirène d'Or, le vaisseau de l'ancêtre de Valois. Puis le décor changeait. Loin du silence aseptisé de la bibliothèque, il se retrouvait dans le petit appartement d'Aminata, un lieu vibrant, rempli de livres, de cartes de l'Afrique de l'Ouest et de l'odeur du thé à la menthe. Là, c'était elle qui commandait. Elle récitait les lignées des empereurs du Mali, dessinait des arbres généalogiques sur un tableau blanc et recoupait les informations de Blanchard avec les récits épiques transmis par ses ancêtres griots. Et un soir, alors que la fatigue engourdissait leurs esprits, ils trouvèrent pour la première faille. « Voici, » murmura Blanchard, ses yeux rivés sur un registre génois. Son doigt tapota l'écran. Le manifeste de retour de la Sirène d'Or. La légende familiale des de Valois parle d'une cargaison d'or et d'ivoire. Mais le poids déclaré ici, le poids est faux. Il est beaucoup trop lourd. Pas pour de l'or. Jamais. Il y avait une excitation fébrile dans sa voix. C'était la première dissonance factuelle. Aminata se pencha. Elle regarda la date du manifeste, puis se tourna vers ses propres notes, un cahier rempli de son écriture serrée. Ses yeux parcoururent les lignes. Soudain, son doigt se figea sur un nom et une date. Elle releva la tête, son regard brillant d'une lueur intense. « Le prince perdu » souffla-t-elle. L'histoire raconte que le prince Kankou, Moussa II, a disparu en mer lors d'un voyage diplomatique, avec sa garde personnelle et le trésor royal. Les dates, professeur, les dates coïncident, jour pour jour. Au même instant,
Un bruit sec résonna dans le silence de la bibliothèque. Un livre tombant d'une étagère dans une section, pot d'accord. La vérité éclate. Le bruit suspect les avait chassés de la bibliothèque. Dans le silence oppressant du taxi qui les ramenait vers le quartier d'Aminata, la peur était palpable. Ils n'étaient plus des chercheurs, ils étaient des proies. Réfugiés dans le petit appartement, la porte verrouillée, ils étalèrent l'un sur leur découverte sur la table basse, une île de lumière au milieu de la pénombre. La paranoïa les guettait. Chaque bruit dans le couloir les faisait sursauter. Blanchard, le visage tiré, ne quittait pas des yeux la copie du manifeste de cargaison. Le poids, Aminata, c'est la clé, j'en suis certain. Qu'est-ce qui pèse une tonne, ressemble à de la pierre, mais qu'un pirate du XIVe siècle déclarerait comme marchandises diverses pour ne pas attirer l'attention. Des statues? Des blocs de marbre? Le mot marbre fit tilt dans l'esprit d'Aminata, comme une clé tournant dans une serrure rouillée depuis des siècles. Elle se leva, sans un mot, et se dirigea vers une vieille malle en bois posée dans un coin de la pièce. Elle en sortit un rouleau de tissu. À l'intérieur, protégée, se trouvait une carte dessinée à la main sur une peau de gazelle tannée. C'était un héritage de sa famille, une copie d'un document ancien. Elle le déroula sur la table. Les légendes de mon peuple parlent des 3 trônes d'or des Mansas, les empereurs du Mali, le symbole de leur pouvoir absolu. On disait qu'ils étaient en or massif, mais les textes des anciens scribes, ceux que ma grand-mère me lisait, suggèrent autre chose. Un cœur de marbre noir du désert, lourd comme un secret, simplement plaqué d'un or pur comme le soleil. Blanchard la fixa, les yeux écarquillés. Il se pencha sur les chiffres du manifeste, fit un calcul rapide dans sa tête. Le poids correspondait. Au kilo près, le sang quitta son visage. Le silence dans la pièce devint lourd, chargé d'une vérité monstrueuse qui prenait forme entre eux. La théorie académique venait de s'effondrer pour révéler un crime. Il n'y a pas eu de transaction commerciale, dit Blanchard d'une voix blanche, à peine un murmure. Il y a eu un piège, continua Aminata, son regard fixé sur la carte. Un massacre en haute mer. Le prince Kankou Moussa et sa garde, exécutés. Et un vol, conclut Aminata, relevant enfin les yeux vers lui. Une flamme sombre brûlait dans son regard. Pas seulement le vol d'un trésor, le vol de notre histoire, de nos symboles, de notre âme. Et la thèse que vous défendiez, professeur, n'était que le point final de ce mensonge, la justification intellectuelle d'un crime barbare. Ils se regardèrent, horrifiés. La vérité était là, brutale, absolue. Le comte de Valois ne protégeait pas seulement l'honneur de sa famille, il protégeait le fruit d'un acte de piraterie et d'un régicide. Il ne détenait pas une simple correction historique. Il détenait une accusation de meurtre vieille de 600 ans. Et l'héritier du meurtrier savait qu'il savait. Ertant vide, ils se figèrent, le cœur battant. Ils n'étaient pas seuls. Ils avaient trouvé le fil du mensonge. Mais en tirant dessus, ils avaient fait vibrer toute la toile. Et l'araignée savait maintenant exactement où il se trouvait. L'attente était un suicide. Il le savait. Rester caché dans l'appartement d'Aminata ne ferait que retarder l'inévitable. De Valois les chassait, et il avait les ressources pour les trouver.
Leur seule chance n'était pas de fuir, mais d'attaquer, de faire exploser la vérité avant qu'ils ne puissent les étouffer dans le silence. Le plan était insensé, désespéré. Le soir même, utilisant un passe-partout électronique que Blanchard n'avait jamais rendu, ils s'introduisirent dans la section la plus sécurisée de la bibliothèque, l'aile privée de la famille de Valois, un sanctuaire interdit, rempli de livres reliés en cuir et de secrets reliés par le sang. Ils l'attendirent là, dans l'obscurité, au milieu des fantômes de sa lignée. Quand le comte de Valois entra, il ne fut pas surpris. Il n'y avait sur son visage qu'une froide lassitude, celle d'un homme puissant dérangé par une nuisance persistante. Il alluma une petite lampe de bureau qui projeta de longues ombres menaçantes. « Je suis déçu, professeur, » dit-il calmement. « Je vous croyais plus intelligent. Quant à vous, madame, je vous croyais plus raisonnable. » C'est Blanchard qui parla, sa voix tendue mais ferme. Il n'y avait plus de place pour la peur. « C'est fini, de Valois, le manifeste de Gênes, le poids du marbre qui correspond au trône, les dates qui coïncident avec la disparition du prince Kankou Moussa. Nous savons tout. » Aminata ajouta la dernière pierre, chaque mot pesant une tonne. « Vous êtes l'héritier d'un meurtrier et d'un voleur. Votre nom, votre fortune, votre titre, tout est bâti sur les os de mes ancêtres. » Le vernis de l'aristocrate craqua et tomba en morceaux. Pour la première fois, de Valois sourit. Un sourire qui ne toucha pas ses yeux. Un sourire de prédateur. « Mon ancêtre était un visionnaire, » corrigea-t-il. « Il a vu le pouvoir là où d'autres ne voyaient que des bibelots exotiques. Il l'a pris. Je n'ai que du respect pour sa force. Une force qui, manifestement, vous fait défaut. » Il fit un pas en arrière vers la porte. « Vous pensez vraiment que des preuves peuvent détruire 6 siècles de pouvoir ? Vous êtes naïf. » Une silhouette massive se détacha de l'ombre près de l'entrée. C'était l'agent de sécurité qu'ils avaient aperçu dans les couloirs. Il ne portait plus son uniforme. Son visage était impassible. « Vous voyez, le problème avec les archives, » continua de Valois en reculant dans le couloir, « c'est qu'elles sont conçues pour que les choses et les gens y disparaissent pour toujours. » Il appuya sur un bouton dissimulé dans le mur. Un grondement sourd se fit entendre. Une immense porte blindée, cachée dans la bibliothèque, commença à glisser pour fermer la pièce. Une porte de chambre forte. Blanchard se précipita, mais l'agent de sécurité lui barra la route. La porte continuait sa course inexorable. « Profitez du silence de l'histoire », lança de Valois depuis le couloir, sa voix se déformant déjà. La porte claqua dans un bruit métallique assourdissant. Le clic lourd d'un verrou ancestral résonna. Puis, l'obscurité totale, et un silence si profond qu'il en était assourdissant. Ils étaient pris au piège, enterrés vivants au cœur même du mensonge. Le noir absolu, le silence total, si dense qu'il bourdonnait aux oreilles. La panique monta dans la gorge de Blanchard, un cri muet et glacé. Il était pris au piège. C'était fini, professeur. La voix d'Aminata, juste à côté de lui, était un fil d'acier dans les ténèbres. Calme, solide, respirez. La peur est leur deuxième prison. Ne la laissez pas vous enfermer. Ces mots simples agirent comme un antidote.
Il força ses poumons à fonctionner. Nous sommes vivants, le coupa-t-elle, et nous n'avons pas terminé. Votre téléphone, la lumière. L'idée, si simple, le frappa. Ses mains tremblantes fouillèrent peinte ses poches. Il le trouva. L'écran s'alluma, aveuglant, puis il activa la lampe torche. Un faisceau de lumière blanche déchira les ténèbres, révélant les contours de leur prison. Ce n'était pas une cellule vide, c'était une caverne au trésor, le caveau privé de la famille de Valois. Des coffres en bois cerclés de fer, des tapisseries anciennes, des statues couvertes de draps. Un mausolée de 6 siècles de crimes. « Cherchons une sortie », ordonna Aminata, déjà en mouvement. Ils se séparèrent, balayant les murs de pierre avec le faisceau du téléphone. Pas de porte, pas de fenêtre, rien. La panique menaçait de revenir. C'est alors que Blanchard buta contre un grand coffre en chêne, plus simple, plus ancien que les autres. Il n'était pas orné, il était fonctionnel et fermé par un lourd cadenas rouillé. « Aidez-moi » dit-il. Ensemble, utilisant la barre de fer d'un vieux bougeoir, ils firent notre levier. Le bois ancien gémit, la serrure éclata dans un bruit sec. Ils soulevèrent Banfé le lourd couvercle. À l'intérieur, au milieu de soie jaunie et d'objets ternis, se trouvait un petit livre relié de cuir noir, le journal personnel de l'ancêtre. Le cœur battant, Blanchard l'ouvrit. L'encre était pâlie, le français archaïque, mais les mots étaient sans équivoque. Il lut à voix haute, sa voix tremblant de dégoût. Le prince mort me faisait confiance. Son erreur fut de croire qu'un lion pouvait être l'ami d'une gazelle. Ce soir, j'ai pris son or, ses idoles de pierre, et j'ai offert son âme à Dieu. La mer gardera ses secrets, et la France célébrera ma fortune. Ils se regardèrent. Ce n'était pas une simple preuve, c'était une arme, une confession qui pouvait anéantir la dynastie de Valois. Cette découverte leur donna une nouvelle force. Galvanisés, ils reprirent leur recherche d'une issue. C'est Aminata qui la trouva. Derrière une lourde tapisserie représentant une bataille navale, elle sentit un léger courant d'air froid. Ils l'arrachèrent du mur. Derrière, scellée par le temps, mais rongée par la rouille, se trouvait une grille de ventilation. Oubliée, assez grande pour un homme. « Nous avons la vérité », dit Blanchard d'un serrant le journal contre sa poitrine. « Et maintenant » répondit Aminata, ses doigts agrippant déjà à la grille corrodée. « Nous avons un chemin pour la faire éclater. » Couverts de poussière, les vêtements déchirés, ils émergèrent de la grille de ventilation dans un couloir de service sombre et étroit. Au loin, étouffés, leur parvenaient que les sons d'une réception, de la musique classique, des applaudissements polis. Le gala. Ils n'échangèrent pas un mot. Le temps n'était plus à la stratégie. Il ne restait que l'action. Blanchard força une porte de service. La transition fut brutale, aveuglante. Ils passèrent de l'ombre et du silence à un monde de lumière, de champagne et de faux-semblants. Sur une grande estrade, au fond de la salle de réception principale de la bibliothèque, le comte de Valois était au pupitre, baigné par la lumière d'un projecteur. Il souriait, levant sa coupe. À la philanthropie et à un héritage qui, depuis 600 ans, illumine la culture française, dit-il. Un murmure de surprise et de dégoût parcourut la foule la plus proche,
en voyant apparaître ces deux silhouettes débraillées. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Le plan était clair, instinctif. Blanchard repéra la régie technique sur un balcon sur le côté. Il se mit à courir. Aminata, elle, le journal noir serré dans sa main, commença à marcher. Elle fendit la foule des invités en smoking et robe de soirée. Ils s'écartaient sur son passage, comme la mer devant un prophète. Le murmure devint une vague qui traversa toute la salle. La musique s'arrêta. De Valois la vit. Son sourire se figea. Une lueur de panique pure traversa ses yeux. « Sécurité !» cria-t-il dans le micro. « Arrêtez cette femme !» Trop tard. Aminata était déjà au pied de l'estrade. Elle ne cria pas. Elle leva simplement le petit livre noir. « Ce soir, vous célébrez un héritage, comte. » Sa voix, calme, fut portée par l'acoustique parfaite de la salle. « Permettez-moi de vous lire le véritable testament sur lequel il a été bâti. » Au moment précis où les agents de sécurité l'atteignaient, l'immense écran derrière de Valois, qui affichait le blason de sa famille, clignota. Le blason disparut. À sa place, projetée en lettres gigantesques, apparut une page du journal, la calligraphie rageuse de l'ancêtre pirate, numérisée par le téléphone de Blanchard. Les mots étaient là, pour que tous les lisent. Le prince mort me faisait confiance. Son erreur fut de croire qu'un lion pouvait être l'ami d'une gazelle. Un immense cri de stupeur secoua l'assemblée. Les caméras des équipes de presse présentes se tournèrent frénétiquement vers l'écran. Et par-dessus le chaos, la voix d'Aminata s'éleva, non plus pour lire, mais pour réciter, pour chanter la complainte de son peuple. On l'appelait Kankou Moussa II. Il était le fils du lion du Manding. Il est parti sur la mer chercher la paix, et il a trouvé la trahison. L'histoire écrite du meurtrier et l'histoire orale des victimes se percutaient, fusionnaient en direct, créant une explosion de vérité si puissante que personne ne pouvait y échapper. Le visage de Valois, blême, était piégé. Devant lui, la descendante de l'homme que son ancêtre avait assassiné. Derrière lui, les mots de son ancêtre qui signait sa propre condamnation. Son monde venait de s'achever. En public. Bien. L'acte final commence. La justice. Pendant une seconde, un battement de cœur suspendu, personne ne bougea. La vérité était une lumière si aveuglante qu'elle avait paralysé tout le monde. Puis, ce fut le chaos. Le silence choqué de l'élite parisienne se mua en un rugissement de fureur, de mépris et de fascination morbide. Les journalistes, sentant l'odeur du plus grand scandale de la décennie, se ruèrent sur la scène. Les flashs crépitèrent comme des armes automatiques, immortalisant le visage décomposé du comte de Valois. Il tenta de fuir, de se réfugier dans les coulisses de son propre théâtre. Mais il n'y avait plus d'issue. La foule, ses anciens courtisans, formaient désormais une cage humaine autour de lui. Chaque flash était une balle qui criblait sa réputation. Chaque murmure, un clou planté dans le cercueil de son nom. Les forces de l'ordre, présentes pour la sécurité de l'événement, intervinrent, mais ils n'étaient pas là pour le protéger. Ils se frayèrent un chemin jusqu'à lui, et devant les caméras du monde entier, le comte Édouard de Valois, descendant de pirates et pilier de la haute société,
quitta son royaume de mensonges, les mains menottées dans le dos. Son arrestation fut le clou du spectacle qu'il avait lui-même organisé. La suite fut une cascade de conséquences inéluctables. Le petit livre noir, le journal du meurtrier, fut placé sous scellé, devenant la pièce à conviction la plus explosive de France. L'agent de sécurité complice fut arrêté quelques heures plus tard, alors qu'il tentait de fuir le pays. Dès le lendemain, la Bibliothèque nationale de France, dans une tentative désespérée de contrôler les dégâts, annonça la création d'une commission d'enquête internationale. La thèse d'Alain Blanchard fut officiellement suspendue, puis publiquement discréditée. L'histoire était en train d'être réécrite, cette fois-ci selon les faits. Au milieu de cette tempête médiatique, Aminata et Blanchard restaient en retrait. On les avait emmenés dans un bureau tranquille, loin des caméras. Ils regardaient les images de l'arrestation de Valois sur un petit écran de télévision. Il n'y avait pas de joie triomphante sur leurs visages. Il n'y avait que le calme profond et épuisé de ceux qui ont porté un lourd fardeau jusqu'à sa destination finale. Ils avaient affronté le monstre et, d'une certaine manière, ils en portaient les cicatrices. La bataille était terminée. Les dominos tombaient les uns après les autres, dans un fracas qui secouait les fondations de bien des fortunes et des réputations. La justice, après 6 siècles de sommeil, venait de se réveiller. Et elle était affamée. Le scandale de Valois fut un tremblement de terre qui secoua les institutions culturelles françaises jusqu'à leur fondation. Il ne s'agissait plus d'un simple crime, mais du symptôme d'une maladie historique. La question n'était plus seulement « qui a menti ?», mais « comment avons-nous pu être si aveugles ?» Au cœur de cette tempête, Alain Blanchard fit un choix. Il aurait pu disparaître, se retirer dans une honte silencieuse. Mais il était devenu autre chose qu'un grand professeur déchu. Il était devenu un homme avec une dette, et il était déterminé à la payer. Refusant les interviews, il passa les semaines suivantes dans l'ombre, utilisant la dernière once de son influence. On le vit dans les antichambres des ministères, dans les bureaux de notaires, argumentant avec une ferveur qu'on ne lui avait jamais connue. Il n'agissait plus pour sa gloire, mais pour sa rédemption. Son projet était radical, impensable quelques mois plus tôt. Utiliser les actifs saisis de la fortune des de Valois, le fruit du crime originel, pour créer une nouvelle institution, une fondation pour la justice historique. 3 mois après le gala, une conférence de presse fut organisée au ministère de la Culture. La salle était comble. Blanchard monta sur l'estrade. Il n'avait plus l'arrogance d'antan. Il semblait plus âgé, plus humble, mais son dos était plus droit que jamais. Il commença par une confession publique, sans phare et sans excuse, reconnaissant sa propre cécité et sa vanité. Puis, il exposa son projet. « Nous avons passé des siècles à écrire une histoire qui nous arrangeait, » dit-il, sa voix résonnant, forte et claire. Il est temps de passer le stylo. Cette fondation aura 2 missions. La première, financer les recherches qui racontent les histoires que l'Europe a tenté de faire taire. La seconde, et la plus importante, réparer, pas seulement avec des mots, mais avec des actes, commencer le processus long et difficile de rendre ce qui a été volé. Un frisson parcourut l'assemblée.
C'était une révolution. C'est pourquoi, conclut-il, cette fondation ne portera pas mon nom, car je n'en suis pas digne. Elle portera le nom de la femme qui m'a enseigné la véritable signification du mot histoire et qui a eu le courage de se dresser là où j'avais choisi de m'agenouiller. Il se tourna vers le premier rang. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la directrice de la Fondation pour la vérité et la restitution, Madame Aminata Diop. Aminata se leva. Elle portait une robe d'un bleu éclatant, la couleur de son ancien uniforme, mais transformée en un vêtement de pouvoir et de grâce. Le silence fut total, puis la salle explosa en une ovation debout. Les applaudissements n'étaient pas pour l'universitaire déchu, mais pour la femme qui, par sa seule force tranquille, avait changé le cours de l'histoire. L'ancienne femme de ménage invisible était devenue le nouveau visage de la conscience française. L'espoir était né des ruines du mensonge. Voici la conclusion de notre histoire. 1 an plus tard, Dakar, le soleil sénégalais inondait la corniche, faisant scintiller l'océan Atlantique. L'air était empli de musique, de sel et d'une joie palpable. Une foule immense était rassemblée devant un nouveau bâtiment élégant, dont la façade de verre et de bois faisait face à la mer, le siège africain de la Fondation pour la vérité et la restitution. Ce jour-là n'était pas seulement une inauguration, c'était un retour. Sur l'estrade, Aminata Diop, vêtue d'un grand boubou blanc immaculé, parlait à son peuple, en wolof puis en français. Elle n'était plus une survivante ou une directrice. Elle était une griot qui avait ramené à la maison la plus grande des histoires. Dans l'audience, Alain Blanchard se tenait en retrait. Il n'était pas une figure d'autorité, mais un invité d'honneur discret. Un ami. Il regardait Aminata, un léger sourire aux lèvres. Il n'était plus le centre de son propre monde, et il n'avait jamais semblé aussi en paix. À côté de lui, les jeunes du Centre communautaire de Paris, les premiers boursiers de la Fondation, échangeaient avec des étudiants de l'Université de Dakar. La promesse d'un avenir partagé. Le point culminant de la cérémonie arriva. Des ouvriers ouvrirent une grande caisse en bois. À l'intérieur, reposant sur du velours rouge, se trouvait le premier des 3 trônes d'or des Mansart, récupérés des collections privées des de Valois. Quand ils le sortirent, un silence total tomba sur la foule. Le marbre noir et l'or ancien brillèrent sous le soleil d'Afrique pour la première fois en 600 ans. Ce n'était pas un simple objet d'art qui revenait. C'était une âme, un ancêtre, la dignité d'un peuple. Un long murmure parcourut la foule, suivi par des larmes de joie et une ovation qui fit trembler la terre. Aminata s'approcha du micro, son regard balayant le trône, son peuple, et l'horizon infini de l'océan. Sa voix, portée par les haut-parleurs, était celle de l'histoire elle-même. On a tenté de nous faire croire que notre passé était écrit dans leurs livres et exposé dans leurs musées. Aujourd'hui, nous nous souvenons qu'il a toujours vécu dans nos cœurs et dans les histoires de nos mères. Ils ont volé l'or, mais ils n'ont jamais pu voler la mémoire. Elle marqua une pause, son regard trouvant celui de Blanchard dans la foule, un regard de gratitude et de respect mutuel. Car l'histoire n'appartient pas aux puissants, ni aux conquérants qui la rédigent avec le sang des autres. Elle appartient à la vérité.
Et la vérité, comme le soleil sur cette terre, finit toujours, toujours par se lever. Cette histoire nous rappelle une leçon puissante. La véritable dignité d'une personne ne se mesure ni à son uniforme, ni à son statut social, mais à la force tranquille de son caractère. La vérité, même murmurée, finira toujours par couvrir le bruit des mensonges les plus arrogants. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'une situation où quelqu'un a été jugé injustement sur les apparences avant de révéler une force insoupçonnée? Partagez vos pensées et vos propres histoires dans les commentaires. Nous serions honorés de vous lire. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.